Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wookie Aliens. Et dans cette vidéo, on va revenir mettre à jour un vieux sujet sur la chaîne et en même temps clore le sujet du protomorphe une bonne fois pour toutes. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Eh bé, première fois que je dis ça, deviens-je un mauvais créateur de contenu? Avant de commencer, merci énormément pour les retours par rapport à cette vidéo sur laquelle j'ai bossé 6 mois, qui a explosé les vues, c'est faux. La vidéo est un gros flop. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais n'hésitez pas à aller la voir pour les curieux. J'y ai mis énormément de mon âme dedans. Bref, c'est parti. Le xénomorphe du premier film a tout d'abord été pensé différemment des codes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, Scott n'en est pas le créateur, mais juste le metteur en scène. Reste que lui aussi a son mot à dire pour comprendre la créature, et ainsi la mettre le mieux possible en scène pour aider à avoir un point d'ancrage cohérent dans l'univers dans lequel elle se mouvoie. Jusque là, je trouve ça entièrement logique. S'il a une idée de mise en scène qui pourrait fonctionner, il a le droit de donner certaines caractéristiques à l'alien pour la magnifier. Même si derrière, tout a pratiquement été fait par Giger et O'Bannon. Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps, rentrons dans le vif du sujet. Scott considère en premier lieu que la créature est hermaphrodite, asexuée. On ne sait pas à première vue de quel genre est le xénomorphe. Le but de la créature dans le premier film est de savoir comment celle-ci va se reproduire. Et c'est dans une scène coupée que l'on découvre la méthode de l'eggmorphing, qui consiste en gros à ce que l'alien vienne engloutir ses victimes kidnappées vivantes dans son nid, qui vont ensuite muter, toujours conscientes, en ovomorphes. Une méthode qui aujourd'hui n'est plus utilisée dans les films depuis l'apparition de la reine alien, et qui finalement montre bien un sexe distinct de la créature, et qui franchement est beaucoup plus stylé et impressionnant. Et à la base, il y avait une séquence avec une pyramide pour le premier film, dans des ébauches de script de Dan O'Bannon, qui aurait fait référence à deux sexes bien distincts, mais ce fut avant qu'elle soit retirée de la version finale du scénario. Même si aujourd'hui la reine alien y est un incontournable de la saga, on ne peut nier que l'eggmorphing est bien plus flippant, même si au final c'est moins effectif puisqu'il lui faut deux hôtes, un pour l'eggmorphing et l'autre pour le facehugger. C'est un secret pour personne, mais l'alien est un hybride, il prend les caractéristiques de son hôte pour s'adapter à son environnement. Donc dans le Nostromo, le xénomorphe partage des éléments avec Kane, mais là où c'est intéressant c'est que Scott affirme qu'il en partage aussi avec le Space Jockey. L'explication ne va pas plus loin, mais ça va dans le sens de sa vision où pour lui, l'alien est une création artificielle dans le but de devenir une arme biologique. L'alien fonctionne tout aussi bien en groupe qu'en solitaire. Pour Dan O'Bannon, la créature est un solitaire. J'ai un peu de mal à savoir là où il voulait en venir, mais il dit, je cite, « Il n'a jamais été soumis à sa propre culture, il n'a jamais été soumis à quoi que ce soit d'autre que ces quelques heures passées sur ce vaisseau. Au sens propre du terme, il n'a pas reçu la moindre éducation. Non seulement l'alien est sauvage, mais il est également ignare. » Jusque-là, tout est logique, et ça justifie même énormément de choses stupides que les gens qualifiaient par rapport à certaines actions que le xénomorphe d'Alien Covenant pouvait faire. Eh bien, c'est la même chose, il ne connaît rien. Mais donc même si dans Aliens 2 les créatures savaient utiliser l'environnement pour contourner les barricades, les tourelles et couper le courant, le xénomorphe du Nostromo a instinctivement un instinct de survie hautement développé. Il a su comprendre que le Nostromo était en danger, il a entendu les alarmes et a suivi Ripley dans le Narcissus. Il est mourant. Pour Scott, l'alien ne vivait que 4 jours, ce qui justifie la nécessité qu'il a pour se reproduire à tout prix. C'est aussi la raison pour laquelle il n'attaque pas Ripley dans le Narcissus. Il a trouvé un recoin caché dans les entrailles de la navette pour y rester et y mourir en paix. Voilà pour ce qui est de la vision de la créature lors de la création du premier film. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, comme l'eggmorphing, la reine alien, la durée de vie augmentée, mais d'autres éléments sont restés et sont aussi entièrement rentrés dans la pop culture et devenus juste obvious aujourd'hui, comme les caractéristiques de l'hybridation ou qu'il fonctionne tout aussi bien en ruche qu'en solitaire. Mais à l'époque, c'était une créature toute nouvelle dans le monde du cinéma, pas comme aujourd'hui où l'alien est justement devenu une base d'inspiration pour tout autre monstre du même genre. Mais d'autres éléments sont revenus plus en avant récemment, comme celle qui classe le xénomorphe comme étant une création artificielle transformée en norme biologique, qui d'ailleurs va encore changer dans la série Alien de Noah, qui nous présenterait une origine de la créature comme étant naturelle, évoluant sur des millions d'années, et qui ne sera donc pas canon au préquel. Ce qui sera aussi certainement la même chose pour Alien Romulus. Et enfin, on aborde maintenant pour la dernière fois le sujet du protomorphe. Comme ça, on en aura réellement terminé, et le sujet sera classé. Je reviens d'ailleurs sur cette vidéo, qui, même si elle a pas mal vieilli que certaines attaques sont gratuites et hors sujet, reste tout de même toujours à jour concernant le protomorphe. Il n'existe aucune interview de Scott le mentionnant, aucun livre ou autre. Mais alors, si on en parle encore, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose à son propos. Eh bien, oui Johnson. On va commencer à évoquer les timelines d'Andrew Gasca, qui est aujourd'hui la personne la plus proche de 20th Century Studios, anciennement la Fox, pour nous donner tous les éléments de lore qui sont réellement canons ou pas. Est-ce qu'on peut confirmer?
c'est que le protomorphe est une catégorie de créatures qui possède un lien avec le xénomorphe, mais qui n'en est pas directement un. C'est-à-dire que tout ce qui est diacre, ainsi que ses variantes de requins ou je ne sais quoi, avec encore le néomorphe, font partie de la catégorie des protomorphes. C'est absolument tout. Et je crois, si je m'en souviens bien, que j'avais déjà supposé cela dans une ancienne vidéo que j'avais faite sur le néomorphe, ce qui était déjà pourtant tellement plus logique. Il y a également une autre chose par rapport au xénomorphe de Covenant, qui lui, histoire de justifier son changement de design, parce que les gens restent toujours bloqués sur des trucs nuls comme ça, alors qu'à la base, je le rappelle, c'est uniquement une vision plus moderne et différente de la créature. Mais donc dans le lore, on peut le classer comme faisant partie d'une classe de rôdeurs, du moins un cousin éloigné que l'on peut appeler Plagiarius Linisteres. C'est encore flou, mais c'est ce qu'on a de plus proche de l'officiel. Bref, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que le xénomorphe de Covenant est bel et bien un xénomorphe, mais simplement un genre de variante par rapport au xéno que l'on connaît, donc comme une autre classe ou une autre caste. D'ailleurs par rapport aux classes de xéno dans les univers étendus, principalement les jeux, ne sont pas vraiment canon. Ce sont uniquement des éléments de gameplay, parce que dans la vérité véritable de la timeline des films, les jeux ou les comics ne sont pas canon. Tout ce qui n'est pas un film de la saga Alien n'est pas canon, confirmé par Disney eux-mêmes, même s'ils sont pour la plupart tous cohérents et pris dans la timeline d'Andrew Gasca. Dans l'imaginaire collectif, ils sont canons. C'est juste, et surtout une affirmation de la part des studios pour ne pas s'embêter à faire quelque chose de cohérent ou d'incohérent avec tout l'univers étendu, selon moi. Enfin, en vrai, il y a plusieurs grades de canonicité de la saga. C'est un vrai bordel, si un jour j'ai le temps et la motivation, j'y reviendrai en détail avec un gros graphique. Ou alors vous pouvez aller voir cette vidéo qui explique très bien tout ce charabia. En tout cas voilà, vous savez maintenant que lorsque vous verrez une vidéo mentionnant le protomorphe, en désignant la variante de Covenant, que celles-ci sont fausses, surtout si elles ne citent pas d'où viennent la source. Même d'où les informations que Gasca nous a récoltées, au final le mot protomorphe n'y est toujours pas mentionné. À la place c'est la désignation protomorphique, qui ressemble déjà bien plus à un genre de catégorie qu'une créature. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter plus de choses que ça à son propos. Enfin, peut-être ça, même si ce n'est pas une preuve directe, mais pour la blague, c'est marrant de le mentionner. Bref, affaire classée. Merci à Erugis pour m'avoir aidé à rassembler beaucoup d'informations à ce sujet et d'avoir validé et vérifié les informations dites dans cette vidéo. Et je veux pas qu'on vienne commencer à poster des commentaires qui pointent du doigt le sujet comme étant pratiquement sectaire, parce qu'on trouve ça dans toutes les communautés de fans, jusqu'au point de débattre sur le modèle de l'AT-AT ou de l'AT-ACT de Rogue One. Ce sont plutôt des débats de communautés de fans, même si ça va loin et que c'est souvent inutile comme ici, ça reste des sujets de passionnés. Vous savez désormais tout par rapport au xénomorphe selon la vision de notre papy Scott à l'époque, ainsi que celle du protomorphe. Et sur ce, à la prochaine.